Je me présente tout d'abord. Donc, je m'appelle Olivier Leclerc et j'ai en charge l'ensemble des centres de relations clients d'EDF. Donc, je reviendrai un tout petit peu tout à l'heure. On appelle ça en général le service client. Hop là, j'ai déjà tapé sur. Je me fais chier avec la technique d'entrée. Bon. Je crois que ce serait mieux si vous veniez, hein, parce que j'ai plein de caractéristiques, mais l'adresse n'est pas la principale. Merci à vous. Alors, moi, ce qui m'intéressait un petit peu dans le propos, quand on a échangé avec lui sur les attendus, c'était de me dire, mais de quoi vais-je bien pouvoir parler? Je me suis dit, bon, 1946, création d'EDF. Création d'EDF, et la relation client d'EDF, il y a quelques années, c'était ça. Donc, on retrouve à la fois le releveur de compteurs, des boutiques, mon film préféré qui est La conseillère ménagère avec sa 2 chevaux circulant dans la campagne pour aller expliquer les bienfaits et les miracles de l'électricité. Bon, voilà, et on voit donc l'évolution également des logos qui apparaissent, donc l'image de marque également qui va en évoluant. Après, il y a des choses qui ont été très structurantes pour nous, ça a été l'évolution réglementaire, parce qu'on parlait tout à l'heure de l'évolution du client. L'évolution du client et du comportement du client, c'est une chose, mais il y a aussi l'évolution d'un autre point qui est important et très structurant pour une entreprise comme la nôtre, qui est l'évolution de la réglementation. Alors, je peux vous dire que s'il y a un élément structurant, c'est bien celui-là. Et un jour, vous avez l'État, l'Europe qui décide, allez, hop, on va ouvrir le marché et à la concurrence, le marché des entreprises qui, auparavant, n'était pas du tout ouvert à la concurrence. On avait un monopole de fait. Donc, 2000, l'ouverture des concurrences. 2004, on agrandit, on met l'ensemble des clients professionnels. En 2005, vous dites, on va commencer à créer un distributeur qui servira pour l'ensemble des commercialisateurs. Et donc, on le filialise. Et puis, en 2007, vous dites, alors là, ça y est, bing bang, on ouvre tout. Tout le marché est ouvert, et ce qui est le cas depuis le 2 juillet 2007. Le marché de l'énergie, gaz comme élec d'ailleurs, est un marché ouvert où vous avez différents acteurs et différents fournisseurs d'énergie qui sont là et sont en mesure de vous proposer des offres. Voilà. Donc c'est des éléments qui structurent bien évidemment votre relation. Ce qu'on constate également, c'est que le client, on a un problème avec le client, c'est que le client, il évolue. C'est un petit peu quand même un vrai gros souci. Alors je ne sais pas s'il évolue aussi vite que les Chinois, mais au moins en France, il évolue. Et ce qu'on voit, c'est que la relation, le client attend de plus en plus une relation personnalisée. Alors ça, c'était vrai, bien évidemment, sur les clients entreprises. Moi, j'ai démarré, j'accompagnais, j'étais aux études et recherches à l'époque, et j'accompagnais les commerciaux pour leur expliquer les bienfaits des technologies d'électrochimie pour améliorer leurs process. Donc c'était ultra personnalisé. Mais maintenant, autrefois, un client particulier, il attendait un mode commun, etc. Mais de plus en plus, on le verra, le client particulier attend d'être traité avec un régime particulier, le sien. Pas le vôtre, le sien. Voilà, c'est ça qu'il attend. Donc on voit que l'environnement bouge, se balade, et se balade de plus en plus vite. Les attentes et les possibilités en termes de canaux, ça augmente. Alors on va arriver, je pense, peut-être à une certaine limite technologique, mais pas forcément en termes de créativité sur la façon de mettre en œuvre les canaux. J'y reviendrai tout à l'heure. On va voir que la dimension donnée devient un élément aussi très structurant dans la relation client. Le nombre de données disponibles est fantastique. Hein. Le seul problème, c'est qu'est-ce qu'on en fait? Aujourd'hui, avoir des données, ce n'est pas un problème. Hein. Le seul problème, déjà, ça commence au marketing, mais y compris dans la relation client derrière, c'est qu'est-ce qu'on fait de ces foutues données. Et puis, le client, lui, souhaite être autonome. Il souhaite bien évidemment que les entreprises le surprennent en permanence. Et puis, il y a aussi un gain en efficacité. Là, le gain en efficacité, il n'est pas que pour le client, il est également pour l'entreprise. Parce que l'entreprise cherche aussi à optimiser ses gains. Donc, je ne sais pas, je ne suis pas très bon, hein, vraiment assez en dessous, voilà. Alors, je vais le dire tout de suite parce que j'ai pillé honteusement une présentation. Je vous invite à aller sur le blog du service client, c'est pour ceux qui ne le connaissent pas, de Thierry Spencer, parce que je vais piquer quelques transparents, parce que j'ai trouvé vraiment, vraiment marquant. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? On voit quand même quelques éléments clés. Aujourd'hui, les clients attendent à avoir ce qu'on appelle une relation client sans couture, multicanal. Vous démarrez à un endroit, vous finissez à un autre, vous déménagez. Pour lui, le problème, ce n'est pas son problème, c'est le problème de l'entreprise de mettre le dispositif à sa disposition. Alors, on verra, c'est bien. Quand vous avez peu de clients, vous pouvez le faire. Quand vous arrivez à des millions de clients, ce qui est un peu notre cas, on va voir rapidement que la dimension infrastructure technique,
finit par être un vrai frein, une vraie complexité et une vraie difficulté. On voit également que donc, sur cette relation-là, côté EDF, nous on est parti sur se dire on a aujourd'hui une relation qui est et qui doit être multicanal. Je partage totalement ce qui était dit tout à l'heure. Selon, nous on a à peu près toutes les typologies de clients. C'est une des caractéristiques à la fois des clients d'EDF, vous avez tous les types de clients français, vous les avez, y compris des clients étrangers d'ailleurs. Ce qui pose d'autres soucis, c'est la relation client dans des langues étrangères. Et qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous faites que de l'Internet? Est-ce que vous faites de la virtualisation? Est-ce que vous mettez des conseillers clients s'exprimant en mandarin, en anglais, en arabe? C'est des vraies bonnes questions, c'est des foutues bonnes questions. Des vrais sujets. Et donc on essaie, nous, d'avoir une relation client multicanal qui permette surtout aux clients d'aller et d'avoir la relation client qu'ils souhaitent. Je crois qu'il est arrivé à une époque où pendant longtemps, les entreprises ont dit, je me rappelle l'avoir entendu, on va essayer d'orienter les clients. Ouais, on peut essayer. C'est une bonne idée, hein. Je pense qu'on peut essayer. Je pense qu'en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que le client, globalement, ira où il voudra. Et plus vous serez en concurrence, plus il ira où il voudra. À la fois sur la dimension canal, à la fois sur la dimension entreprise. Et si l'entreprise ne répond pas à son besoin, pas de problème, il ira en voir une autre. Donc, nous, notre objet côté EDF, moi, ce n'est pas forcément d'être à la conquête de nouveaux clients, c'est surtout de sécuriser et de conserver la confiance et donc de conserver les clients que l'on a. C'est la caractéristique d'un opérateur aujourd'hui très majoritairement implanté sur le marché. Donc aujourd'hui, nous, on a une dimension multicanal forte, avec encore à date une relation client qui est majoritairement sur le canal téléphonique. Donc vous voyez le CRM tout à l'heure et des centres de relations clients. 2-3 chiffres clés, c'est à peu près 30 millions, d'abord 27 millions de clients aujourd'hui dans le portefeuille sur le marché client particulier. J'ai 30 millions d'appels qui arrivent tous les ans sur les centres de relations clients. C'est 1 million de mails traités, c'est 100 millions de factures qui partent, c'est 1 million de contacts Internet à minima par an. Enfin, voilà, on est sur des on est sur des logiques de grand volume. Voilà, donc c'est un point important. Donc aujourd'hui, on a à la fois des boutiques qui sont des boutiques qui permettent à des clients d'avoir des accueils physiques de proximité. Rappelez-vous la fameuse agence EDF. Alors, ça traumatise mon père parce qu'évidemment, on en a beaucoup moins qu'avant. Ça, c'est très clair. Beaucoup moins qu'avant. Mon père qui avait son habitude, il a 83 ans maintenant, mais d'aller à la boutique EDF pour aller régler, pour aller demander des choses, etc., qui avait son conseiller ou sa conseillère. Je dis, papa, c'est bien, mais tu ne pourrais pas remettre une boutique? Non, je ne peux pas remettre de boutique. Non, ce n'est pas possible. Voilà. Donc on est vraiment dans des logiques où on a encore des boutiques qu'on essaie d'implanter de façon intelligente. On a toute cette partie relation client à distance avec des conseillers clients. On a bien évidemment tout ce qui est, et ça a été une explosion fantastique, tout ce qui est relation client digitale. Je crois que c'est un point que je redis souvent aux conseillers. J'ai eu le bonheur de préparer l'ouverture de 2007 sur le marché des clients particuliers. Et en 2009, il est sorti un produit, 2007, pardon, un produit qui s'appelle l'iPhone. Alors, je ne touche rien, je n'ai aucune action chez Apple. Simplement, l'iPhone, maintenant, a été le principe de l'iPhone et du smartphone a été complètement repris et transforme assez radicalement la relation client. Aujourd'hui, je sais pas, moi, je m'amuse à regarder en permanence dans le RER, dans le métro, le nombre de personnes qui sont en train de faire des actes relationnels, tout simplement, avec leur smartphone, et pas uniquement écouter. Au début, c'était écouter de la musique, ou je joue avec le serpent là, qui se balade dans tous les sens, c'était le truc. Moi aussi, hein. C'était le grand truc. C'est fini, hein. Maintenant, on voit, ils sont sur des sites de ceci, de cela, et les développements d'applis mobiles, par exemple, est une révolution. Et je trouve que le développement d'applis mobiles, on y reviendra tout à l'heure, c'est une révolution et pour le client, et pour les entreprises. Ça oblige une entreprise, notamment les équipes marketing et les équipes SI, à penser simple. Alors ça, c'est une vraie révolution, parce qu'aujourd'hui, on a, pendant longtemps, nous, on a développé nos applis Internet. On a, je trouve, un très joli site Internet que je vous invite à consulter. Mais on a fait des déclinaisons mobiles, et donc, comme j'ai bien dit, on a fait des déclinaisons mobiles. Aujourd'hui, on est en train complètement d'inverser les réflexions, où on développe d'abord pour le mobile, et après, on regarde comment on le transpose sur Internet. Ça a l'air de rien, mais mentalement, pour des informaticiens parfois, ou pour des marketeurs, ou pour tout le monde, c'est un changement complet de raisonnement. J'ai toujours souvenir des premiers échanges que j'avais eus à des spécialistes, cette fois de Microsoft, sur les tablettes.
en nous expliquant que les tablettes, au début, on voyait plutôt les geeks, on voyait plutôt des jeunes, et il y avait eu une vraie appétence du 3e, voire du 4e âge sur les tablettes, en raison de la simplicité d'usage que ça représente. Donc ça, c'est aussi un point important que l'on doit en permanence, quand on réfléchit à une relation client, raisonner simplicité d'usage. Et dans vos canaux, c'est la même chose. Vous devez raisonner simplicité d'offre, lisibilité de votre offre, et c'est un vrai problème. En regardant, les offres d'énergie ne sont pas toujours simples non plus, les offres de la téléphonie ne sont pas particulièrement simples, les offres des assurances non plus, mais c'est toujours les offres les plus lisibles qui vous permettent de faire la com la plus marquante possible, qui vous permettent justement de vous implanter, de prendre et de vous positionner sérieusement sur un marché. Et puis après, dernier point sur lequel on est, je garde le petit point qui est là pour la suite, qui est toute la partie digitale. Mais évidemment, il y a toute la partie relations clients type réseaux sociaux, Twitter, Facebook, que pour ma part, et là je ne parle qu'en mon nom, je ne considère pas comme étant un outil de relations clients. Je considère ça plutôt, moi, comme étant un outil, vu de l'entreprise, vu d'information client. C'est un excellent outil pour si vous avez des informations globales à passer, des informations à porter à la connaissance générale. Mais pour moi, une relation client, ce que je disais tout à l'heure, ça devient personnel. Et donc, par définition, vous n'allez pas traiter le cas d'un individu en exposant son... Enfin, sauf s'il a un côté... sauf si ça le passionne de raconter sa vie, mais en l'exposant au monde entier. Donc, très rapidement, quand on est sur du Twitter, sur du Facebook, on ressort de cette sphère réseaux sociaux on va dire mondiale, hein, voilà, c'est un peu ça, hein, pour l'emmener et l'accompagner vers une sphère privée. Et on a aujourd'hui 10 millions de clients qui ont des espaces privés. On va regarder avec eux pour traiter leurs problèmes de compréhension d'une facture, leurs problèmes d'ajustement de facture, de règlement, de personnalisation de la relation. Parce que vraiment, pour moi, c'est ça le point important qu'il faut avoir en tête sur le marché des parts, c'est qu'on est sur du marché de masse, mais on va de plus en plus vers de la personnalisation. Alors, je passe sur ces grands macro-chiffres, hein, vous les retrouvez, donc 100 millions de courriers par jour, des mails, etc. La dimension qui est importante, par contre, dans les réseaux sociaux et dans la perception aujourd'hui, c'est la partie recommandation. Et quand vous êtes comme nous sur la volonté forte de maintenir la confiance de vos clients, c'est d'autant plus fondamental que si jamais vous loupez ce point de contact, ce point de confiance, et quand vous vendez de l'énergie, c'est pas comme vous vendez, je sais pas, j'ai trouvé un truc sympa, je sais pas moi, ce genre de produit qui est joli esthétiquement en plus. C'est pas ça. Il y a pas, c'est pas l'achat irrépressible. Hein. Enfin, sauf si quelqu'un qui est passionné ou quelqu'un qui me le dise, on va discuter après. Mais on se précipite pas. C'est vraiment une utilité. On couvre un besoin. Il y a l'eau, il y a l'énergie. Voilà. Donc on couvre ce besoin de base. C'est pas l'achat passion. On va pas se différencier de son voisin ou de ses amis parce qu'on a pris le dernier contrat EDF, etc. Merci. Donc je vais compacter. Donc voilà. Donc c'est d'autant plus important, c'est-à-dire que les clients, on ne les a pas souvent. C'est-à-dire que si on loupe un moment de relation client, si on loupe vraiment leur moment de relation client, on va avoir des vraies difficultés pour aller reconquérir et aller reconstruire cette relation. Or, tout ce qui est relation client après social, si vous loupez votre moment, peut être assez dévastatrice. Donc aujourd'hui, nous, on travaille sur la SAT et donc on a notamment arrêté d'ailleurs de parler de SAT maintenant vers mes conseillers clients. Je leur dis, on ne travaille que sur le très satisfait. Parce que le client satisfait, enfin je ne sais pas vous, moi je vois une enquête de SAT. Êtes-vous insatisfait, assez satisfait, satisfait, très satisfait? En général, moi je dis, ouais, c'était bien. Voilà, comme ça y est, c'est réglé. J'ai botté en touche, le problème est réglé, je ne suis plus enquiquiné. Quand je dis je suis très satisfait, pour moi, tout au moins, c'est, à titre perso, un engagement un cran au-dessus. Et j'adore, il y a une société qui organise des séminaires, j'adore l'expression qui est « êtes-vous complètement satisfait ?» Moi, j'essaie d'imposer ça maintenant dans les équipes. Parce que c'est la bonne question. La complétude de la satisfaction, c'est une vraie question. Voilà, c'est au-dessus de la... Ils sont très satisfaits, ils sont complètement satisfaits. Et je trouve que c'est un excellent raisonnement, et c'est un joli mot. D'ailleurs, c'est plus joli. Complètement satisfait. C'est plus joli. Bon, donc nous, on travaille vraiment sur tous ces sujets-là, et je pilote toutes les équipes en permanence, et ils sont ça chevillés au corps pour essayer d'améliorer et de faire en sorte que la relation et l'expérience client soient la meilleure possible. Et pour ça, on utilise tout un arsenal de mesures en matière de satisfaction qui vont sur des baromètres génériques de suivi du marché, sur des baromètres plus précis sur vous avez vu un contact, comment ça s'est passé, à froid, à chaud, etc. Ça rythme véritablement l'ensemble de la vie.
Après, quand vous êtes sur l'expérience client, eh bien ça vous conduit ensuite à construire aussi des offres. Donc on construit donc bien évidemment des offres de fourniture. Et puis après, vous avez les offres de services, d'accompagnement, de positionnement qui peuvent aller derrière. Et d'où, par exemple, tout ce qui avait été mis, tout ce qui était construit en 2013 autour de ce qu'on appelle les engagements d'EDF. Et je vous invite à regarder la mi-temps du match Brésil-Mexique, donc ça doit être le 16 juin, parce que vous allez voir que les engagements, on va les faire évoluer pour les faire progresser, pour aller encore un peu plus loin en matière de proximité et d'accompagnement client. Je ne vais pas vous faire c'est pas l'objet, je vais pas vous faire la pub du sujet. Vous retrouverez ça dans les transparents. Ça marche plutôt bien. Et le point important sur ces engagements, il y a deux choses. Un, ils ont été construits, alors je partage ce qui est dit tout à l'heure, en écoutant le client. Donc il y a eu 21 000 clients qui ont été sondés pour qu'est-ce qu'ils attendent d'un fournisseur d'énergie comme EDF. Quelles sont les choses de base qu'ils attendent. Donc ça, c'est bien d'écouter le client. Et moi, j'ai insisté lourdement pour qu'on écoute aussi le premier capteur que sont les conseillers clients. Les conseillers clients, en permanence, c'est eux qui gèrent la relation client, c'est pas moi. Hein. Moi, globalement, ils sont 5000 conseillers. Globalement, on récupère le fruit de leur boulot. Et si l'orientation n'est pas bonne, elle n'est pas bonne. Donc, on a également réuni beaucoup de groupes de travail, de tables, avec des conseillers clients également pour qu'ils s'expriment sur ce qu'ils ressentaient des clients. Et donc, pour reprendre le besoin non exprimé du client, on a eu un certain nombre de choses qui sont remontées via les conseillers, qu'on a retesté bien évidemment après avec les clients pour voir si ce besoin non exprimé de façon très formelle avait une résonance ou non. Et dans certains cas, oui. Donc ça nous a permis comme ça de faire évoluer nos engagements. Donc, les premiers 8, et puis vous verrez je ne vous dis pas la suite, je n'ai pas le droit. Donc bientôt, donc le 16 juin, mi-temps Mexique-Brésil. Voilà. Donc ça, c'est simplement une petite représentation de l'application mobile d'EDF. Également, d'autres choses que l'on fait en matière de réseaux sociaux, c'est tout ce qui a trait à la maîtrise de l'énergie, donc avec des sites complets, avec forum, accompagnement, orientation des clients. Bon, voilà. Donc on essaye de suivre, et donc bien évidemment, tout ça évolue. On est passé de l'ère, rappelez-vous, des prospectus dans un premier temps, puis des déplacements chez les clients. Et ça, les déplacements chez les clients, c'est super dans la mesure où vous êtes sur un monopole et globalement tous vos coûts sont couverts, mais ça coûte une petite fortune. Hein. Donc je reviens, c'est vrai que ce qu'on disait tout à l'heure, la dimension financière n'est pas neutre. Hein. Et puis, donc, on va de plus en plus, après, pour continuer à évoluer sur la confiance des clients, sur la partie innovation, et essayer d'aborder et de traiter les nouveaux comportements. Alors, il y a un point qui est important, et aujourd'hui, on regarde comment faire évoluer la relation client en tant que telle. Et moi, j'ai vu un sujet que j'ai trouvé extrêmement intéressant. Alors, aujourd'hui, je disais, on a le courrier, on a le mail, on a le chat qui commence à prendre de plus en plus d'ampleur, on a ce qu'on appelle le web callback, où le client est un peu enquiquiné, vous voyez, ça commence à patauger joyeusement, il peut appeler un conseiller, ou alors on essaye d'être sans être trop intrusif. Alors ça, c'est un truc génial, parce que le client nous dit, on veut que vous soyez plus près de nous. Très bien. Mais on ne veut pas que vous veniez nous contacter, etc. Oui, mais globalement, comment être proactif sans être proactif? Donc c'est aussi, là, on voit la dualité entre j'ai un besoin, mais je veux que vous soyez là quand j'en ai besoin. Sinon, non. C'est quand même vachement compliqué. Hein. Donc on voit qu'il y a, on reviendra tout à l'heure sur la partie data, c'est un sujet important. Donc on voit que tout ça va évoluer et on voit notamment, il y a une petite représentation avec un conseiller en visio. Moi j'ai vu un truc génial aux États-Unis, vous avez ce qu'on appelle une société que vous connaissez obligatoirement qui s'appelle Amazon, qui vend un outil qui s'appelle le Kindle. Le Kindle c'est l'équivalent de, ouais ça va le faire, qui est l'équivalent de l'iPad, donc une petite tablette. Le Kindle Fire a une partie visio dessus. Et vous avez une petite touche dessus qui s'appelle Mayday, aidez-moi, au secours. Vous appuyez dessus et dans les 15 secondes, vous êtes en visio avec un conseiller. Alors, moi je trouve qu'en matière on parlait d'humanisation, et c'est ça la vraie force. Aujourd'hui, c'est de réussir à faire une partie socle Internet, qu'on soit clair, qui permet de dégrossir le gros du système. Et si le client le souhaite, aller dans de la personnalisation. Alors, on va plus loin que l'avatar type Lara Croft, etc., qu'on a tous. On va cette fois vraiment aussi sur la capacité à ramener une relation humaine, véritablement, visuelle certes, mais véritablement humaine, pour aller traiter un problème client. En termes de personnalisation et d'expérience client, c'est scotchant. Alors, ça c'est vrai aujourd'hui, alors dans 10 ans, dans 15 ans, je ne sais pas ce que ce sera. Mais déjà, on voit aussi que les modalités de mise en œuvre d'une relation client peuvent aujourd'hui assez considérablement évoluer. Alors pour nous, il y a un point qui va être extrêmement structurant, très important. Vous entendez parler de Linky, vous entendez parler de Gaspard, c'est l'arrivée
dans l'énergie, des choses qu'on connaît bien dans les télécoms depuis longtemps, mais du compteur, on va dire intelligent, et donc de la partie fourniture de données et de numérisation des données. Donc ça veut dire toute l'intelligence qui débarque véritablement dans la maison. Moi, j'ai eu le bonheur de piloter aux études et recherches le groupe domotique, qui avait en charge la domotique à la fin des années 2000, et je partage, il y a un temps pour tout. Parce que ce que je vois arriver là aujourd'hui, je dis, ouais, bon, c'est rien de nouveau. On y a déjà pensé, oui, mais ce n'était pas mûr. Il y a un temps pour tout. Ce n'était pas mûr. Aujourd'hui, vous avez Google, par exemple, qui rachète Nest, qui est une petite entreprise qui développe des petites applications pour la gestion du chauffage à distance. Tout ça, à mon avis, via tout ce qui est comptage numérique, via l'arrivée du smart monitoring dans les maisons, va faire évoluer assez considérablement la gamme d'offres, d'une part, possible, mais également les acteurs qui interviendront sur la gestion de l'énergie et l'énergétique dans les bâtiments. Donc voilà, donc là, pour nous, côté EDF, c'est fait partie des défis importants pour nous, qui est comment se positionne-t-on et comment fonctionne-t-on sur ce domaine-là. Avec le point important que je disais tout à l'heure, derrière le comptage numérique, c'est les données. Des millions et des millions de données qui déboulent. Qu'est-ce que vous en faites ? Qu'est-ce qu'on peut en faire aussi? Parce que juridiquement, ça pose aussi tout un tas de sujets. Voilà, donc ça va être ça va être intéressant. Pour le marketing, il y a des moments assez palpitants qui arrivent. Et là, on va voir, il va falloir faire preuve de créativité, d'innovation, de réactivité, d'agilité. Donc il y a quelques années passionnantes. Je pense qu'on va avoir des vrais bouleversements. Bon, on disait, nous, en 1999, on suivait l'évolution des technologies embarquées dans les véhicules. C'est souvent intéressant, parce que un véhicule, c'est une maison miniature, hein, vous regardez bien, en fait, hein, pas si loin que ça. Hein. Alors, pas pour tout le monde, mais c'est un peu ça, néanmoins. Et on voit maintenant la clim dans les véhicules, c'est devenu un truc de base. Enfin, moi, j'ai changé de véhicule il n'y a pas longtemps. Quand je vois l'intelligence qui est embarquée dans un véhicule, c'est bluffant. Et on sait pertinemment qu'avec aussi l'arrivée de tous ces petits médias qui permettent de commencer à piloter des choses, on voit les éclairages, le pilotage d'éclairage qui commence à émerger. Tout ça, ça va monter doucement. Hein, doucement, mais je pense que c'est des choses qui vont arriver de façon imparable dans les années qui viennent. Voilà, donc nous, notre objectif, hein, je dis, on va continuer là-dessus à faire travailler, à faire évoluer notre relation client, dans le but de conserver la confiance des clients pour être ensuite en permanence dans une logique non pas de vente forcenée, mais de conserver effectivement nos parts de marché et de conserver une relation client de construction et de co-construction, et je dis même souvent de co-construction, parce qu'il y a la construction avec les clients, les partenaires, et la construction avec le personnel aussi qui est également importante. Voilà, donc tout ça s'embarque. Voilà. Et puis notre objectif, voilà, donc c'est de continuer à passer, de faire évoluer l'entreprise et en conservant aussi les valeurs qui sont les valeurs qui sont les nôtres. Hein. Moi, c'est aussi une force qui est celle du premium de marque d'EDF, qui rattache un certain nombre de choses à la marque d'EDF. C'est pour nous un vrai plus, une vraie fierté. Il faut qu'on sache transformer notre positionnement dans une société qui évolue, dans une relation client qui évolue, en conservant ses fondamentaux, parce que c'est aussi là-dessus que vous pouvez asseoir un socle de performance relationnelle. Voilà, je vous remercie beaucoup. Dominique Chauvin, prospectiviste. Vous avez parlé de personnalisation et je vais aller un peu plus loin jusqu'à l'exception, le cas exceptionnel. Voilà. Souvent, la difficulté, c'est pas le dialogue, c'est d'établir le dialogue. Alors, vous avez présenté plein de systèmes, mais il peut y avoir des moments où le dialogue ne se fait pas. Et on découvre à ce moment-là que établir le dialogue devient très difficile. C'est le cas lorsqu'il y a des problèmes, etc. Et souvent, à partir du moment où il y a un désaccord, où le client n'est pas content, il est considéré quelquefois et assez rapidement comme un renégat. C'est-à-dire que c'est soit le contentieux, c'est soit on change de sphère. Et ça, c'est extrêmement grave. C'est pas parce qu'un client est en désaccord qu'il doit forcément être maltraité. Et quand vous parlez de très satisfaction, 50%, 60%, à la limite, vous vous faites plaisir avec ça. Ce qui est beaucoup plus important, à mon avis, dans cette relation dialogue, c'est d'aller s'intéresser aux clients qui sont quelque part sujets à problème parce que c'est eux qui vont faire du mal en termes d'image. Et pour finir, on arrive même à un paradoxe,
c'est qu'il est possible d'avoir plusieurs contrats avec la même société. Je ne parle pas d'EDF. Mon exemple que j'ai en tête concerne une autre société, je vous rassure tout de suite, mais il est symptomatique, il pourrait s'appliquer à vous de la même manière. Le paradoxe, c'est qu'on peut avoir plusieurs contrats avec la même société, et pour l'un de ces contrats, on est un renégat, et pour un autre contrat, on est considéré comme un client exemplaire. D'accord. Écoutez, je vous remercie, mais c'est une super bonne question, parce que je vais rebondir dessus. Aujourd'hui, un tiers de mes conseillers, un tiers, sont sur les fils réclamation, parce que je considère que la réclamation d'un client, le client se considère lui comme réclamant, hein. C'est-à-dire qu'il y a une file où on peut aller, on va dire, je suis réclamant, voilà, j'ai un problème, je suis réclamant. Parce que la réclamation est un sujet primordial. Si vous ne traitez pas les réclamations, vous générez un buzz négatif, et puis ce n'est pas l'objectif. Quand je parle tout à l'heure de préserver le premium de marque et la confiance des clients, c'est justement sur un client en difficulté, comment le traiter. Donc moi, un tiers des clients sont là-dessus. Et quand on voit tout à l'heure un 55% de clients très satisfaits, j'ai dit qu'il fallait qu'on intègre dedans, notamment les réclamants. Parce qu'autrefois, on traitait les réclamants à part. On prend toutes les relations, à la fois sur des demandes de souscription, de gestion habituelle du contrat, mais également de réclamants pour regarder comment ça se passe. Ensuite, on a une deuxième démarche également. Alors, on a les clients en difficulté au titre de la précarité. Ça, c'est un autre sujet. Et là, il y a vraiment tout un tas de dispositifs, notamment côté EDF. Je pense je vous invite à regarder particulièrement sensible et sensibilisé à ce sujet-là. Donc on a tout un dispositif autour de l'accompagnement sur la précarité avec des tarifs spécifiques, des conseils spécifiques, des accompagnements en lien avec les collectivités locales, en lien avec les assistantes sociales. On fait un travail de fond sur ces dimensions-là, en lien avec des associations, à peu près toutes les associations. Donc c'est un point important. Mais après, vous avez vraiment des clients qui sont en difficulté et avec la théorie de l'autruche, en se disant je ne vais pas y arriver, et donc j'attends. Et donc justement, on est en train, pareil, de faire évoluer. Alors je ne veux pas parler de ce qui va se passer, mais on renforce cette dimension-là on parlait tout à l'heure de proactivité, pour aller contacter ces clients-là en leur disant, attendez, là, il y a un problème, on va au-devant de difficultés, comment peut-on faire? Alors, ce n'est pas le rôle d'EDF non plus d'assumer, on n'est pas une entreprise où on n'est pas là pour assumer la misère du monde, hein. J'en suis désolé, mais au moins c'est regarder comment faire, regarder comment au besoin un étalement peut se faire, regarder également présenter aux clients les aides qui sont possibles, soit côté EDF, soit en dehors d'EDF, parce qu'il y a des choses possibles. Donc c'est un point, je partage 1000 fois, les clients en difficulté sont des clients sur lesquels il faut être très vigilant. Dernier point là-dessus, d'autres types de difficultés, vous avez des clients pour lesquels la situation ou la complexité de la situation est franchement inextricable, quoi. Ça arrive sur un conseiller, il ne sait pas, un deuxième, il ne sait pas, un troisième, il ne sait pas. Donc pareil, on a là, c'est démarré, on finit les expés, ça marche même plutôt très bien. Au bout d'un moment, on arrête, parce qu'on sait les toper, on sait les repérer dans les serveurs téléphoniques. On les prend, on les sort. Alors soit on les appelle nous-mêmes, soit au moment où ils appellent, on les rattrape et on traite. En général, on les appelle. Et on met un conseiller, on met un expert qui ne fait que ça. Et tant que le problème n'est pas démerdé, il ne lâche pas le client. Voilà. Donc ça, c'est aussi un point qui est important. Et si vous voulez franchir des crans, je partage sur la satisfaction, la très satisfaction, c'est ce type d'engagement que vous devez avoir. Voilà. Donc il y aura, après, il ne faut pas se leurrer, il y aura toujours des loupés, il y aura toujours des ratés. Moi, mon ambition, c'est qu'il y en ait franchement le moins possible. Et surtout qu'on n'est pas du tout dans une logique on peut avoir des difficultés dans la vie, ça arrive. À tout le monde, hein. Je le souhaite à personne, bien évidemment, mais ça peut arriver à tout le monde. Ce n'est pas pour autant qu'on doit manquer de respect, on doit manquer de considération, on doit manquer d'accompagnement. Voilà, donc ça, c'est un point. Merci pour votre question, qui était pour moi une question extrêmement importante, parce qu'on parlait des valeurs de l'entreprise, ça les touche très, très directement. Parfait, écoutez, merci infiniment. Merci pour cette contribution avec